Alors, à l'ordre, les travaux de la Commission des relations avec les citoyens vont reprendre. Je souhaite la bienvenue aux représentants de la Centrale des syndicats démocratiques. Alors, je vous rappelle que vous avez 10 minutes en tout pour faire votre présentation et vous présenter, et ensuite on poursuivra aux échanges. On procédera aux échanges plutôt. Alors, la parole est à vous. Bonjour. Alors, je suis Luc Vachon, je suis le président de la Centrale des syndicats démocratiques et je suis accompagné de mon collègue Samuel Élie-Lesage, qui est conseiller syndical à la recherche à la CSD. Alors, je vous remercie. Merci, Madame la ministre, merci, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Alors, merci de nous accueillir. C'est fort apprécié de nous accueillir, nous permettre de nous exprimer aujourd'hui. Alors, d'emblée, nous désirons souligner l'importance de cette consultation, et tout spécialement dans le présent contexte politique, économique et social, où, malheureusement, le sujet de l'immigration polarise et clive plutôt qu'il guide la discussion démocratique et saine. Nous souhaitons que les présentes consultations soient un pas vers une appréciation plus réaliste de l'immigration au Québec. En résumé, le MIFI propose deux scénarios, un qui maintiendrait essentiellement le statu quo aux seuils totaux d'immigration et un second qui proposerait une hausse marquée de ces derniers pour atteindre 60 000 personnes en 2027. De plus, le MIFI accorde une place majeure à la régionalisation de l'immigration et à la francisation. Mentionnons finalement qu'en juin dernier, le MIFI a procédé par voie réglementaire à des modifications substantielles au programme d'immigration. Soulignons, en premier lieu, les bons coups des propositions du MIFI. Sans souscrire formellement l'entièreté des scénarios proposés, nous témoignons notre appui à la volonté du MIFI d'augmenter les seuils d'immigration dans les années à venir. Ce changement de cap, parce qu'il faut le dire, c'en est un, contraste positivement avec les dernières années. De plus, soulignons que les changements proposés au programme d'immigration permanente en simplifient le processus, tandis que les propositions d'accepter les étudiants et les étudiantes internationaux en mode continu est franchement excellent. Les orientations du MIFI concernant la régionalisation et la francisation sont aussi encourageantes. Nous reconnaissons l'évolution qui a présentement qui est en cours présentement au sein du MIFI. Nous ne pouvons qu'espérer que cette ouverture au dialogue se maintienne dans l'avenir. Madame la ministre, c'est tout à votre honneur, à vous et votre équipe. C'est donc en mode critique, mais constructif, que nous désirons commenter les propositions du MIFI et nous avons cependant à cet effet plusieurs soucis concernant les orientations générales qui guident les propositions. Nous tenons malgré cela à souligner les aspects positifs et nous répondons dès maintenant présents aux prochaines occasions que nous aurons à travailler ensemble. En ce qui concerne l'immigration économique, en une formule, nous regrettons que la proposition du MIFI semble identifier l'immigration économique sous une seule forme et faire de cette dernière le principal axe de ses politiques migratoires québécoises. À cet égard, nous ne pouvons que déplorer que, peu importe le scénario proposé par le MIFI, les parts des personnes immigrantes admises pour les volets du regroupement familial et de l'immigration humanitaire baissent par rapport à l'immigration économique en se fiant sur les données du MIFI et en nous appuyant sur les scénarios voyant à la hausse les seuils. La part de l'immigration économique en 2022 était de 66,3 %. Elle atteindrait 69,9 % en 2027. Cette variation semble faible en apparence, mais elle se traduit par une baisse importante, tant dans les catégories du regroupement familial que de l'immigration humanitaire. À contrario, des tendances migratoires des dernières années qui voient l'immigration augmenter, tout volet confondu, nous jugeons qu'il est contre-productif de refroidir de la sorte les projets de personnes immigrantes, peu importe leur catégorie. Une personne voudrait-elle immigrer au Québec si on freine sa capacité à faire immigrer sa famille? Quant au volet des réfugiés, les limitations suggérées contreviennent aux engagements internationaux du Québec. Bref, augmenter le nombre de personnes immigrantes répondant aux besoins économiques du Québec, certes, mais nous ne pouvons accepter de le faire au détriment des autres volets. Et faut-il le rappeler que ces personnes seront aussi des travailleuses et travailleurs et des personnes qui participeront à l'économie et s'impliqueront dans leur communauté. Nous déplorons le silence du MIFI dans ses propositions quant au programme des travailleurs étrangers temporaires ainsi que l'équivalent dans certains domaines spécifiques. Certes, le MIFI prévoit que les seuils d'immigration permanente augmenteraient sensiblement, ce qui inclut ipso facto l'accès à la résidence permanente par l'entremise du programme de l'expérience québécoise, mais on ne peut pas ignorer que les recours aux personnes immigrantes temporaires a explosé dans les dernières années.
De 2015 à 2022, au Québec, le nombre de permis temporaires délivrés dans le cadre du PTET a augmenté de 234 %. L'enjeu ici n'est pas de décrier en tant que tel l'usage du PTET, mais de dénoncer que le recours élevé au PTET contribue à créer une immigration à deux vitesses entre les bons immigrants, ceux qui possèdent les qualifications recherchées par les employeurs, et les autres, qu'on relègue aux emplois moins qualifiés, moins rémunérés et plus exposés aux abus. L'actualité récente a suffisamment fourni de malheureux cas d'abus pour convaincre que le PTET place les personnes immigrantes dans une grande situation de vulnérabilité. Nous trouvons regrettable que l'immigration permanente n'augmente qu'au compte-gouttes, tandis que le recours à l'immigration temporaire augmente drastiquement. Il y a là un déséquilibre qui ne peut pas être corrigé si on n'aborde pas les deux ensemble. C'est d'autant plus vrai car nous savons fort bien que plusieurs travailleuses et travailleurs immigrants temporaires sont ici non pas pour des besoins temporaires, mais pour des besoins permanents de main-d'œuvre qui ne peuvent être comblés par la voie de la permanence. En ce qui concerne les qualifications, il en est de même. Si les entreprises recrutent des travailleurs étrangers temporaires, c'est assurément que, d'une part, les qualifications correspondent aux besoins économiques qu'elles ont. En réalité, nous savons tous que souvent, les qualifications de ces personnes sont souvent bien supérieures à ce qui est requis pour l'emploi. Pour nous, le Québec doit initier un changement de cap en favorisant l'immigration permanente plutôt que temporaire. Cela se fait en premier lieu en intervenant directement là où le programme de travailleurs étrangers temporaires est injuste, en remplaçant le permis de travail fermé par un permis de travail ouvert. Le permis de travail fermé est injuste car il rend la personne immigrante temporaire particulièrement vulnérable en la privant de changer d'emploi. Que ce soit en changeant soi-même les règles ou en intervenant auprès d'Ottawa, le gouvernement du Québec doit lancer un signal fort démontrant que les jours du permis de travail fermé tirent à leur fin. Mentionnons d'ailleurs que le rapporteur spécial de l'ONU a vertement dénoncé la semaine dernière que le permis de travail fermé rend les personnes immigrantes temporaires vulnérables. Ça a été énoncé à quelques reprises, mais nous le savions déjà même avant. Des réflexions ont déjà eu lieu quant à la manière d'opérer un tel changement. Retenons ici que ce changement est autant possible que nécessaire. En second lieu, le MIFI doit augmenter l'accessibilité à la résidence permanente pour les personnes immigrantes temporaires présentes sur le territoire du Québec. Les difficultés d'accès consistent en une autre facette de ce système à deux vitesses, combiné avec les modifications apportées au PEC, au règlement sur l'immigration en juin dernier. Les propositions du MIFI limiteront arbitrairement la capacité des personnes immigrantes temporaires d'accéder à la résidence permanente. Certes, nous reconnaissons que le nouveau système inclura un plus grand nombre de niveaux de compétences, techniquement en passant dans le cadre du PEC au niveau des niveaux 0AB aux catégories 0, 1, 2, 3, mais il relègue les autres dans un trou noir, condamné à espérer qu'elles seront sélectionnées par le MIFI dans le cadre du volet compétences manuelles et intermédiaires. Nous défendons que toutes les personnes immigrantes temporaires puissent pleinement avoir accès au PEC, peu importe son niveau de qualification, comme c'était d'ailleurs le cas avant 2018. Mieux encore, la proposition du MIFI en mode continu pour les étudiants internationaux est excellente et devrait être étendue à l'ensemble des personnes salariées immigrantes temporaires qui sont déjà présentes au Québec. En d'autres mots, les seuils d'immigration doivent refléter la réelle capacité d'accueil du Québec en prenant en compte les personnes déjà présentes au Québec et qui pourraient désirer accéder à la permanence. Il ne faudrait pas que les plafonds migratoires, ce qui est plus vrai que des seuils en fait, ou leur niveau de qualification viennent empêcher de s'installer au Québec de manière permanente alors que ces personnes sont déjà ici au Québec. Ils ont acquis une expérience professionnelle et sont normalement déjà engagés dans une démarche de francisation. Nous jugeons, en plus, que le fait que le Québec ait déjà investi dans ces personnes, que les efforts déployés pour les inclure seront moindres et débutent déjà sur une note positive. En ce qui concerne la francisation, comme nous l'avons expliqué plus tôt, nous reconnaissons la nouvelle vigueur des orientations du MIFI concernant l'encadrement des personnes immigrantes, la régionalisation, l'inclusion de ces dernières, notamment par la reconnaissance de leurs compétences et acquis. Mais au sujet de la francisation, d'ailleurs, de bons pas ont été menés, mais davantage doit être fait. Un goût amer nous est resté quand nous avons appris en novembre dernier qu'une fraction seulement de 697 millions de dollars versés par la fédérale dans le cadre de l'Accord Canada a été dépensée.
Une intensification des efforts est donc de mise et même possible. Alors, à cet égard, nous soulignons les orientations du MIFI auraient pour conséquence de freiner la part des personnes admises sur la base des critères linguistiques. Et si je voulais conclure de manière très importante, le dernier élément serait, à ce moment-ci, le dernier élément, la question des 55 ans et plus qui devrait non plus ne pas être considéré là-dedans. Il s'agit, selon nous, d'une limitation qui ne trouve pas son écho et sa place. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant céder la parole à la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Votre groupe a 16 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur Vachon. Merci à la CSD de prendre part à l'exercice. On a apprécié lire vos propositions. Merci pour le travail qui a été réalisé pour prendre part à cette conversation fort importante. Avant de plonger dans des questions, je voudrais juste faire une petite précision parce que vous disiez que vous souhaitiez prioriser des gens là, qui sont déjà établis sur le territoire québécois lorsque viendra le temps d'octroyer la résidence permanente. Bien, c'est une orientation déjà que l'on a pour la réforme là, des programmes d'immigration. On veut faire en sorte de prioriser, autant que faire se peut, des gens qui sont déjà établis au Québec lorsque viendra le temps d'octroyer la résidence permanente, en tout cas des contribués. Donc, ça fait en sorte, ça passe notamment par le fait qu'il y a des personnes qui sont travailleurs étrangers temporaires pourraient se voir octroyer, en fait, une sorte de priorisation pour la conversion vers la résidence permanente, parce que pour nous, c'est des gens déjà utilisant la capacité d'accueil qui est à prévoir pour des personnes immigrantes, donc qui ont déjà un logement, qui sont déjà en processus d'intégration, qui connaîtront le français, qui ont déjà traversé un hiver ou deux. Alors, pour nous, ça, c'est le gage d'une bonne rétention, d'un parcours d'immigration réussi. Alors, c'est pour ça qu'on va vouloir prioriser ces personnes. Donc, je voulais vous en faire part. C'est pour ça aussi qu'on a développé la passerelle, donc le volet 2 dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés, parce qu'on voulait prioriser aussi ce type de profil, mais qui a des compétences manuelles ou intermédiaires, donc pour l'accès à la résidence permanente. Donc, simplement une précision pour vous dire qu'on est en action sur ce volet-là. Bien sûr, on n'estime pas que ça va pouvoir répondre à 100% de nos besoins. Les gens qui sont déjà sur le territoire, on pense qu'il va falloir quand même en avoir une part importante là, de gens qui viendront de l'étranger, mais on les accompagnera le plus tôt possible dans le processus. Je voulais également apporter une petite précision sur un passage de votre mémoire, à la page 18, là, où vous mentionnez que vous ne souhaitez pas que les admissions en continu du PEC dans le scénario 1 soient comptabilisées dans les cibles d'admission prévues pour les travailleurs qualifiés. Or, effectivement, ce ne sera pas le cas. Donc, les diplômés du PEC diplômés, en fait, ne seront pas comptabilisés dans ce scénario-là, si c'est celui qui est adopté, ne seront pas comptabilisés dans le seuil. Donc, on est sur la voie que vous proposez. Bref. Si je vous amène sur les permis de travail, vous recommandez donc à la page 20 là, de travailler avec le fédéral pour abolir les permis de travail fermés. Comment est-ce que vous voyez les impacts d'une transformation du permis de travail, tant pour les employeurs là, que pour les employés? Qu'est-ce que pour vous ça va changer là, en termes de mode de fonctionnement, et quel type de mode de fonctionnement vous préféreriez? Est-ce que ce serait des permis de travail sectoriels ou des permis de travail régionaux? J'entends là, des promoteurs des deux écoles de pensée. Là. Je voulais savoir, est-ce que vous avez fait votre nid sur une des deux approches? En toute franchise, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment des approches qui mettent des conditions, même si elles semblent allégées, vont prendre effet réel. Parce que la raison pour laquelle le permis fermé est problématique, c'est l'état de vulnérabilité dans laquelle la personne est. On peut penser qu'on va faire des permis ouverts sectoriels ou régionaux. Il reste comment la personne immigrante qui arrive ici avec souvent, des fois une connaissance plus faible du français, comment elle va pouvoir exercer ses droits réels? Puis il y a plusieurs scénarios, puis on peut dire, si l'autre employeur va compenser la part de l'investissement, mais encore là, ça veut dire que la personne doit se mettre en recherche d'emploi une fois rendue ici. Donc,
une personne qui est déjà dans une zone de vulnérabilité, comment elle va en sortir? Il y a toujours l'apparence de droit puis l'exercice de droit réel qui devient problématique. La solution parfaite, c'est clair que c'est le permis ouvert. C'est le permis ouvert. Après, il y a le jeu des conditions de travail qui va rentrer en ligne de compte. Après, il y a le jeu des règles de l'emploi puis du marché de l'emploi qui vont jouer. Bon, je sais que on va nous dire, oui, mais là, les employeurs ont mis beaucoup d'argent. Mais c'est parce qu'on prend le problème, à mon avis, par le mauvais bout. On prend le problème comme si la solution du temporaire, c'était ça, la réponse. La vraie réponse, elle est par la permanence. Parce que, puis d'autres l'ont énoncé avant nous, si ça a augmenté comme ça, les temporaires, puis dans les milieux de travail où on se retrouve à du 40-50 de main-d'œuvre immigrante, et ils ne sont pas là pour combler des besoins temporaires. Donc, la correction, ce n'est pas de savoir à la fin comment on va compenser. La question, c'est comment on va pouvoir combler de manière permanente. Et automatiquement, plus on va combler correctement de manière permanente, moins on aura d'enjeux au niveau du temporaire et moins on décrira la question du permis ouvert qui sera un scandale puis qui va coûter bien cher. Parce qu'on ne l'utilisera plus, ça, ou beaucoup moins. Puis quand on va l'utiliser pour des besoins temporaires. Puis après, je répète, les règles du marché de l'emploi joueront, les employeurs feront ce qu'ils doivent faire pour garder leur main-d'œuvre. Alors, bien, merci. Vous dire qu'on est déjà donc en discussion avec le fédéral là, sur cette question-là. Bien sûr, c'était avec mon homologue antérieur que ces discussions-là ont eu lieu. Donc, on va relancer la discussion avec le nouveau ministre de l'Immigration au fédéral en espérant pouvoir avancer sur des alternatives potentielles. Vous dire également qu'au sujet de l'accompagnement des travailleurs étrangers temporaires, dans la connaissance de leurs droits notamment, là, tous les travailleurs étrangers temporaires légalement admis sur le territoire pour une période consécutive d'1 an ont droit de s'inscrire à Accompagnement Québec. Et Accompagnement Québec, là, ça permet notamment de connaître les droits pour lesquels ils sont couverts. Et favoriser aussi là, une meilleure intégration. Donc ça, c'est une des mesures qui est en place sous notre gouvernement là, pour faire en sorte d'accompagner les temporaires et de faciliter la compréhension de leurs droits et d'assurer un meilleur respect de ces droits-là. Je vous amène maintenant sur la francisation. Vous soulignez là, donc bien sûr l'importance là, de l'accès aux services d'apprentissage du français. Nous en sommes bien entendu. On fait beaucoup en matière de francisation, notamment pour les travailleurs étrangers temporaires. C'est nous qui avons octroyé ce droit à la francisation pour les travailleurs temporaires, ce qui n'était pas permis sous les libéraux. Donc, pour nous, c'était bien important d'accompagner les gens et partout au Québec aussi, de le faire à travers un réseau de bureaux et d'équipes qui sont déployés partout sur le territoire du Québec, parce qu'on sait bien que des bureaux, au-delà des bureaux comme tels, ce sont surtout des équipes qui sont sur le terrain, à pied d'œuvre, qui travaillent avec les travailleurs étrangers temporaires. Et c'est ce qu'on a déployé comme réseau. Et non seulement on a déployé ce réseau-là, et le service aussi Accompagnement Québec, mais on a aussi signé des ententes avec plus de 200 organisations partout au Québec pour faire en sorte de bien accompagner les travailleurs étrangers temporaires dans leur processus d'arrivée au Québec, d'intégration au Québec et de connexion aussi à la société québécoise. Donc ça, c'est toutes des mesures que l'on a déployées ces dernières années pour faire en sorte d'accompagner adéquatement ces personnes qui répondent à des besoins du marché du travail. Donc, de quelle manière est-ce que vous voyez qu'on puisse améliorer la formation en francisation sur les lieux du travail? Quelle est votre perception de ce qui pourrait être bonifié? Parce que c'est un des segments de Francisation Québec qui sera transféré au MIFI, si on veut, qui pour l'instant est sous le ministère de l'Emploi. Donc, est-ce qu'il y a des mesures que vous verriez qu'on devrait mettre de l'avant? Bien, d'abord, la francisation sur les lieux du travail, c'est excellent. Je suis sceptique à l'idée que ce soit possible dans tous les milieux. Cela dit, une entreprise de 100, 150, 200 employés qui a un noyau suffisant de main-d'œuvre immigrante et qui a besoin de francisation, ça va, j'y crois. Mais une entreprise qui a 30 employés puis qui a 3 employés immigrants qui va faire de la francisation en milieu de travail avec les ressources puis tout ça, j'ai de la misère à comprendre comment on va coordonner ça parce que souvent,
Ce qu'on entend et ce qui est réel, là, ceci dit, c'est le manque de ressources, que ce soit en ressources humaines, tout ça, au niveau des PME. Donc, je pense qu'il y a un rôle important au niveau de coordination de tout ça pour faire en sorte que, même dans les plus petites entreprises, il y ait une possibilité de réseautage, de noyautage, tout ça. Et là-dessus, il y a déjà de quoi, là. On a tous les réseaux de services aux entreprises au Québec, puis tout ça, qui peuvent contribuer à ça. La structure, elle existe. Elle existe déjà. Je pense qu'il n'y a pas d'enjeu de réalisation là-dessus. Mais après, bien entendu, puis ça, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais bien entendu, là, il y a un encadrement au niveau du milieu de travail qui doit être fait. Il y a l'accompagnement, parce que la promotion de l'apprentissage de la langue doit provenir aussi du milieu de travail, parce que si ce n'est pas important dans le milieu de travail, ça va être dur pour la personne de considérer que c'est une réelle importance. Le temps dégagé pour permettre d'apprendre, ça fait partie de l'équation. Parce que les scénarios qu'on a entendus, c'est des gens qui sont dans des conditions un petit peu horribles, qui doivent travailler de longues heures, puis si ce n'est pas une deuxième job par-dessus, puis qu'après, on lui dit, il faut que vous alliez vous franciser. Vous travaillez de nuit, vous allez faire la francisation un bout l'avant-midi, vous allez vous recoucher l'après-midi, vous allez recommencer. Ça ne peut pas donner les résultats qu'on s'attend que ça va donner, ça. Alors, donc, le temps de travail, des plages horaires disponibles, un accompagnement qui est fait, une validation aussi de la qualité de la formation, parce que ça, c'est hyper important. Si on veut qu'on ait les résultats à l'autre bout, il faut s'assurer qu'on ait une certaine cohésion, cohérence dans ce qu'on donne comme francisation. Bien, merci. Madame la Présidente, il nous reste combien de temps? Il nous reste 5 minutes 25. Madame la députée d'Iberville? Oui. Allez-y. Merci beaucoup. En fait, moi, je voulais, en lien avec l'ancien programme PRTQ et le nouveau PSTQ, maintenant, il y a une passerelle pour les compétences intermédiaires et manuelles. Puis, je voulais voir si les critères de sélection du programme vous semblent correspondre mieux aux besoins de vos membres. Pas tant. Pour quelle raison, précisément? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on propose, puis c'est un petit peu, Madame la ministre a compris quelque chose de la page 18, mais qui n'est pas exactement ça. Nous, ce qu'on propose, c'est que quand ils sont ici, les temporaires, qu'ils soient aussi, comme c'est pour le PEC étudiant, qu'ils soient dans un PEC continu aussi pour eux et qu'ils ne soient pas considérés dans les... Je êtes toujours entre les seuils et le plafond, parce qu'à mon avis, il y a une espèce de paradoxe, mais qu'ils ne soient pas considérés là-dedans, puis parce ils sont déjà ici, ils sont, comme on dit, ils sont déjà dans des besoins permanents, ils sont déjà inscrits en parcours de francisation. Donc, le besoin pour lequel ils sont là, il est démontré. Là. Il est démontré. Donc, à partir du moment où ils franchissent les critères de francisation, tout ça, puis ils ont l'expérience de travail, ils pourraient rentrer continuellement, venir s'inscrire en continu en dehors du nombre qui est déterminé dans les ratios là, ou dans les seuils. Du ratio économique, plus précisément. Ouais. Parfait. Puis, mon autre question, c'était, considérant, vous avez dit que le PEQ, c'était une bonne nouvelle au départ, là, en débutant, pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons ça vous rejoint? Bien, le PEQ étudiant, normalement, Oui. Ce qu'on saluait, c'est que, en fait, quand on avait des discussions là-dessus, on se disait, si quelqu'un est arrivé ici, a fait sa formation, que ce soit au cégep ou à l'université en français, est diplômé en français, si la personne a été capable de réussir ça, à notre avis, ça doit être parce qu'à quelque part, il y a une maîtrise. Je pense que ça répondait par soi-même. Là. Puis on se disait, bien, de ne pas les considérer dans le nombre, ça nous semblait... Parce que le nombre, il est toujours là, omniprésent en termes de débat sur la capacité d'intégration ou la capacité d'accueillir. Mais quand quelqu'un a fait ce parcours-là, on ne devrait pas vraiment avoir de grands questionnements sur la capacité qu'on a de l'intégrer au Québec. Ça semble démontré. OK, parfait. Puis, au niveau des actions que vous posez à la centrale syndicale pour le multiculturalisme et la régionalisation. Oui.
Mais, Vous pouvez donner des exemples? la partie régionalisation, ça, comme je disais un peu plus tôt, quand le milieu de travail accompagne, parce que la régionalisation, puis ça, c'est pas moi qui l'invente, je l'ai entendu déjà de quelqu'un qui était une dame immigrante qui donnait de la formation, puis qui expliquait un peu la réussite de l'intégration en région, ça passe d'abord par l'intégration sociale. Et là, on se dit, bon, bien, OK, l'intégration sociale, ça va. Le milieu de travail a un rôle dans l'intégration sociale. Il doit s'impliquer, il doit s'assurer que l'ensemble du milieu social aussi contribue à l'intégration de la personne qu'ils accueillent. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a une sensibilisation qui est faite auprès de nos gens de dire, bien, quand ils viennent chez vous, il y a tout cet encadrement-là de s'assurer que les gens sont accueillis, intégrés et dans le milieu de travail et regarder voir si on ne peut pas aller plus loin. Bon. Fait que ça c'est ce bout-là. Est-ce qu'on fait assez actuellement? La réponse, c'est non. Nous autres aussi, on doit faire plus, puis on doit faire mieux. Mais ceci dit, c'est un des premiers éléments de sensibilisation. Nous, on ne cherche pas à faire de la francisation. Il y a des gens qui sont très bons pour faire de la francisation. Nous, ce qu'on dit, c'est les conditions de réussite, c'est qu'il y ait du temps de dégager de travail et qu'on s'occupe de l'intégration sociale. Il y a des syndicats qui font ce qui a été mentionné un peu plus tôt, des activités. Je sais qu'il y a un syndicat là, qui a plusieurs cultures à l'intérieur et qui organise des activités, mais pas des activités québécoises pour intégrer les autres nationalités, mais des activités des autres nationalités pour intégrer les Québécois à ça. Je trouve ça génial. Puis c'est l'apprentissage de la culture. Eux, il faut qu'ils apprennent la nôtre, mais la bonne façon aussi de faire en sorte que ces gens-là vivent ensemble, c'est que les cultures soient connues de tout le monde. Là. C'est un partage. En conclusion, 15 secondes. Ah, moi, j'ai fini. Parfait. Merci. Oui, tout à fait. Merci. Alors, je vais céder la parole à l'opposition officielle, à la députée de Chaumédé. Vous avez 12 minutes 23 pour votre groupe. Bonjour, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant vous écouter et vous lire, bien sûr. Et puis, on a entendu beaucoup de monde, donc ça va enrichir nos informations et on va pouvoir prendre de meilleures décisions. Parlant de francisation, en tant que députée, je reçois beaucoup d'appels des citoyens, des réfugiés, des sans-papiers, tout ce beau monde-là qui veulent apprendre le français. Ils viennent ici, ils veulent apprendre le français. J'ai vraiment grandi là-dedans. Moi aussi, je suis une fille immigrante. J'ai déménagé ici très jeune âge, je ne vais pas dire combien d'années. Et puis, j'ai toujours grandi là-dedans. Des questions d'immigration, comment je peux faire ça? Donc, je suis entourée de ces sujets-là parce que les gens veulent venir ici, veulent apprendre le français. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la chance dans leur pays de l'apprendre. Les conditions dans d'autres pays, c'est pas comme ici. Et puis, surtout, ils viennent des pays, disons, tiers-monde, pas d'autres pays occidentaux. Donc, ils viennent pour une meilleure vie, donc ils veulent travailler, ils veulent apprendre le français, absolument. D'abord, il y a des préconditions d'apprentissage, le français maintenant, ou connaître un niveau de français. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? D'abord, j'aimerais commencer avec celle-là. Est-ce que faut pas donner la chance à tout le monde d'avoir une opportunité de venir ici et apprendre le français une fois ici? Parce que déjà, on connaît qu'il y a un grand chiffre des gens qui ne sont pas immigrants, à part les travailleurs, là. Il y a des sans-papiers, des réfugiés, il y a des cas humanitaires. Donc, ces gens-là, c'est sûr, il y a une majorité qui ne parle pas le français, puis il y a une autre partie qui parle français. Donc, côté humanitaire, pensez-vous pas qu'on devrait quand même accepter les immigrants pour venir ici, mais qui apprennent le français ici? Comme mes parents ont fait, d'ailleurs. Je m'excuse, mes parents, quand ils sont venus, ils ne parlaient pas le français, ni l'anglais.
Ils ont appris les deux. Même ma mère est allée au cours de francisation. Mais si mon père ne serait pas admis, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, ça, c'est ma première question. Tu vas vouloir intervenir? Mais, je vais vous dire une chose. Tout d'abord, il y a des niveaux de français qui sont déterminés. Et là, on a fait des débats sur la hauteur du niveau. Je pense que ce qui était surtout le vrai débat qu'on aurait dû faire puis qu'on a tenté de faire à un moment donné, c'est pas tant le niveau, mais c'est la durée qu'on demandait pour l'apprendre, pour atteindre ce niveau-là, qui, à notre avis, était irréaliste à ce moment-là. Puis ensuite, des fois, il y a une question, l'exigence d'un certain niveau, puis en plus dans la durée où c'était requis, que je vais être tout à fait honnête, que probablement plusieurs Québécois auraient eu de la difficulté à réussir. Des fois, j'ai de la misère avec la question de mettre l'enjeu de la protection de la langue sous la responsabilité de l'immigration. J'ai de la difficulté avec ça parce que je pense que la question de la protection de la langue, si c'est réellement un enjeu, elle devrait commencer par nous, au départ. Elle devrait commencer par nous. Quand on est au Québec avec un déficit de littératie et de numératie qui atteint près de 50%, la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que c'est vraiment l'immigration qui a mis ça en péril? Je ne suis pas convaincu. Hein? Alors, on cherche toujours à prendre le débat ailleurs. Moi, je pense que le premier débat, on devrait regarder, nous, comment on se comporte au départ. Après ça, peut-être pas reproduire les mêmes erreurs au niveau de l'immigration. Mais est-ce qu'on ne devrait absolument pas accueillir des personnes immigrantes si elles ne parlent pas le français? Bien, vous êtes un exemple de la réponse. Moi, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de gens. Puis après, c'est comment on accueille, comment on offre les opportunités de s'intégrer. Et ça, c'est à géométrie très variable, parce que là, vous faites une référence aux réfugiés. Et le problème des réfugiés, souvent, s'ils n'apprennent pas le français, le problème, c'est qu'on les garde dans l'ombre. Le problème, c'est qu'on les garde dans la quasi-clandestinité parce qu'on ne veut pas leur reconnaître un statut. Intégrez-vous, mais cachez-vous. Je ne sais pas comment on fait ça socialement. Tu n'as pas le droit aux protections sociales, tu n'as pas le droit, à rien, mais tu dois t'intégrer. Je ne sais pas comment socialement on peut croire à ça. Alors, ceci dit, c'est de là que la question de la régularisation rentre en ligne de compte, parce que ces gens-là, et vous avez entièrement raison, puis vous n'avez eu ici, c'est des gens qui veulent s'intégrer, qui veulent apprendre la langue, qui travaillent. Pour beaucoup, travaillent déjà, souvent clandestinement ou souvent au noir, puis de manière précaire, mais ils contribuent déjà, ils sont déjà là. Fait que, moi, je pense que si on fait mieux, là, la question de la langue va devenir un deuxième niveau. Puis ça va nous permettre de se décoller de l'arbre pour voir la forêt qui est cachée derrière. Je vais me permettre, ma collègue a posé une question extrêmement importante par rapport à la langue française et à l'intégration. Je suis très content d'entendre votre réponse et c'est grâce à votre réponse que je me sens interpellé. Vous avez évoqué un point que, en fait, dans la société occidentale, on fait tout pour ne pas tomber dans des ghettos. Je ne sais pas, est-ce que c'est vous ou l'ancien groupe, vous avez parlé de faire attention de ne pas construire des logements proches, je pense que c'est l'ancien groupe. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser cette question, mais je trouve tellement ça important. Parce que si on regarde l'industrialisation européenne avec l'arrivée de la main-d'œuvre africaine à l'époque, et on voit les problèmes de société qu'on essaie de ramener au Québec, moi, à un certain moment, je dis, écoute, mais ça n'a aucun bon sens, on ne parle pas de la même chose. Et c'est justement ce que vous venez de répondre à ma collègue. Si, aujourd'hui, on ne fait pas attention, avec des groupes et des sous-groupes, c'est que de facto, le législateur ne veut pas les voir. Ils sont là, mais on ne veut pas les voir. Ils sont là sur le territoire, mais on ne veut pas les voir. Parce qu'on ne les inclut pas, on ne parle pas. J'aurais aimé aujourd'hui qu'on parle
parlons des réfugiés, parlons des demandeurs d'asile. Le trop groupe, et tous les groupes d'aujourd'hui, ils ont parlé des sans-papiers. Parlons des travailleurs temporaires étrangers. Parlons de ceux et celles qui viennent du programme de la mobilité internationale. Mais non, les scénarios qu'on a aujourd'hui, c'est tellement normé et cadré que je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de rater une occasion en or? Et sérieux, aujourd'hui, je tiens à remercier tous les groupes, surtout les 4 syndicats, les 4 centrales. Vous avez ramené sur la table d'autres enjeux qu'on n'a pas vus hier. C'est sûr que c'est 3 semaines, mais c'est tellement important ce que vous venez de dire, parce que ça me rappelle juste les critiques des modèles d'intégration, d'assimilation, d'immigration européenne. Et on voit l'échec. Moi, je suis allé dans certains pays. À un certain moment, je me dis, est-ce que c'est cette société qu'on veut au Québec? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est ce qu'on veut. Mais je vais reposer la question, désolé si j'étais long, parce que vous m'avez interpellé avec votre réponse, que je trouve très juste, parce que je ne m'attendais pas. Est-ce qu'avec cette sous-catégorisation de plusieurs catégories d'immigration, et l'offre qu'on a sur la table maintenant d'étudier deux scénarios, on rate un débat de fond sur l'intégration des immigrants? Est-ce qu'on rate un débat de fond? C'est une excellente question. Ceci dit, ce qu'on ne connaît pas, ça fait toujours peur. Et pour nous, au Québec, c'est relativement nouveau, ce déploiement de l'immigration-là. Vraiment, là. Il y a des zones, il y a des régions qui étaient plus familières avec ça. Mais toute la question de la régionalisation, le premier... Reculons il y a 2-3 ans, il y a des régions qui n'en avaient pas de main-d'œuvre immigrante, là. Nous, on a des groupes, là, puis c'est vrai pour tous les autres, là, où ils se sont trouvés tout à coup avec la main-d'œuvre immigrante. Ils ne savaient même pas comment composer avec ça. Mais c'est une nouvelle réalité. C'est une nouvelle réalité. Bon. Alors, on a un peu d'inquiétude à savoir ce que ça va faire, là, le débat de la langue qui rentre là-dedans. On ne sait pas trop comment on compose avec ça, puis on hésite. Alors, est-ce qu'on va rater la cible? Je pense que c'est une belle occasion pour faire un débat social plus profond que ça. Je pense que c'est ça, comme ça qu'on doit le saisir, le garder de manière évolutive. Puis, est-ce qu'on le fait? En fait, on commence à le faire. Aujourd'hui, ce qui se fait là, normalement, c'est une démonstration du début d'une réflexion plus profonde sur la société québécoise, puis comment on va faire cette intégration-là dans le futur de manière plus réelle, comment on va regarder les vraies affaires, puis qu'on va en parler correctement, puis qu'on va mettre les moyens pour y répondre. Puis quand on va accepter de le faire comme il faut, puis qu'on va être plus familier, ce qu'on comprend, ça nous effraie moins. Alors, je pense que socialement, au niveau québécois, il y a beaucoup de faux débats dans cette histoire-là. Donc, il y a toute une question d'apprivoiser le sujet, puis de mieux le comprendre. Dites des faux débats. Avez-vous des exemples en tête? Bien, je n'ai nommé plusieurs. J'ai la question de la langue, la question de la main-d'œuvre immigrante, la question des besoins temporaires versus permanents. Tu sais, ça n'est tous des faux débats, parce que quand on parle de la question, puis la question de l'intégration, OK, parfait, on va prendre la permanence pour être capable de les intégrer comme il faut, mais pendant qu'on ferait le débat sur 60 000 personnes permanentes, il y en a 300 000 temporaires derrière qui sont là, puis pour lesquels on ne regarde pas, mais en fait, c'est des faux temporaires qui sont des immigrants permanents pour des besoins permanents. Ouais. Puis moi, j'ai vu des situations, là, tout récemment, c'est même pas dans le cadre du travail. C'est même pas dans le cadre du travail, c'est dans le cadre d'une activité sociale où je me présente là et je m'en vais jaser avec une personne là, qui travaillait là. Ça fait 7 années qu'elle est au Québec, 11 mois par année. En conclusion. 11 mois par année. Et elle parle presque pas le français. Quelques mots, parce qu'elle travaille 6 jours sur 7. Wow. Wow. Puis là, il n'était pas 4 heures de l'après-midi quand je lui ai parlé, là. Il était 20 heures passées le soir. Puis elle travaillait toujours. Merci pour votre présence. Ça, c'est peut-être une réponse au faux débat.
Merci beaucoup. Ça s'est terminé exactement à 0 seconde. Alors, je vais maintenant céder la parole au député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation puis vos réponses. Moi, j'ai accueilli favorablement le volet 2, la dite passerelle. Je pense que c'est intéressant. Je trouvais que c'est une bonne nouvelle, mais je trouvais que finalement, ça reconnaissait qu'on n'aurait jamais dû retirer les emplois moins qualifiés du spectre travailleur. Je pense qu'il y a là une réponse à pourquoi ce volet 2-là était nécessaire. Vous avez parlé un peu de régularisation, mais je trouve qu'on n'en a pas parlé assez aujourd'hui, donc je vais vous questionner là-dessus. Des questions. À votre avis, est-ce qu'on gagnerait à les ramener, ces gens-là, dans l'économie légale, dans l'économie formelle, notamment en matière de taxes et impôts? Est-ce qu'on aurait à gagner à faire ça? Vous juste répéter les derniers mots de votre question, s'il vous plaît. Oui, en matière de taxes et impôts, là, de ramener ces gens-là dans la régularité, dans l'économie formelle, j'imagine qu'on aurait un gain économique à faire ça, à leur donner un statut? Bien, c'est un gain économique. Question de taxes et impôts, la chose va de ça. Ce que plutôt se dire, c'est que ce sont des gens qui pourraient pleinement, complètement avec leur expérience, leur formation, leur personnalité, qui elles sont à l'économie en travaillant dans leur communauté. Alors, c'est surtout ça. C'est pour ça qu'on mettait aussi de l'avant. Plus tôt dans le journal, on posait la question de quoi relève ce programme-là. Bon, on n'est pas été très loin, mais une chose qui est nécessaire, il est essentiel que ces personnes-là soient au moins adéquatement reconnues quant à leur qualification, leurs compétences, pour qu'elles puissent pleinement participer à la société. Puis je pense qu'on pourrait dire l'apport économique ou sociopolitique qui est entre autres là. Enfin, ces personnes-là sont reconnues pleinement à leur juste valeur, notamment en termes de ce qu'elles peuvent faire au niveau professionnel. Et j'imagine aussi que vous êtes d'accord qu'on gagnerait à leur assurer une couverture médicale complète. En termes de couverture de santé publique, ça serait très avantageux. C'est même l'évidence. C'est une évidence. Donc, c'est une évidence aussi qu'on gagnerait à respecter leurs droits de travailleurs et leurs droits de locataires dans les droits de base que la société s'est donnés? La réponse, c'est sûr que c'est oui. Puis c'est sûr, la vraie question, c'est sont-ils des êtres humains? C'est la question qu'on se pose. Bon. Alors, une fois qu'on a répondu oui à ça, et là, je m'excuse parce que moi, je suis un syndicaliste, mais puis oui, j'ai des membres puis tout ça, mais la raison pour laquelle on est ici, les quatre, c'est que la plupart les éléments de motivation qui nous ont emmenés ici, ce ne sont pas nos membres. Il se passe des choses socialement sur lesquelles nous devons nous engager. Et à un moment donné, j'étais à une rencontre, une petite mobilisation à Montréal, justement pour les réfugiés puis les personnes sans statut. Et il y a un témoignage d'une personne qui m'a beaucoup touché. C'est une jeune fille de 12 ans qui s'est adressée aux membres puis qui a dit, moi, là, je suis ici et mes parents, là, elle est née ici, là, mes parents, là, sont toujours sans statut. Puis, je veux me construire une vie au Québec, je ne sais pas si j'ai le droit d'y rêver. Oh boy! Puis je vous assure, là, dans la gang qu'il y avait là, il n'y avait aucun membre CSD, même aucun membre d'aucune organisation syndicale. C'était pas ça l'enjeu. Mais alors, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on... Ben... Si vous le dites, c'est la base, c'est la dignité humaine, c'est l'humanité. Pourquoi? Il y a plein d'enjeux. Je ne suis pas un spécialiste, moi, de la question des sans-papiers, des statuts, tout ça. Je ne suis pas un spécialiste. Il y a des groupes qui sont excellents dans ça, qui vous diront qu'est-ce que ça prend, pas moi. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que est-ce qu'ils peuvent contribuer à la société québécoise? Absolument. Et puis, vous avez probablement, je pense qu'elle est passée ici, mais il y a une femme qui avait participé avec nous, on avait été une rencontre. Elle parle très bien le français. Elle est ici, elle contribue déjà. Et elle attend juste que la société québécoise lui ouvre les portes. Donc, la balle est dans le camp de la ministre? La balle est dans notre camp, nous tous, ça soit dit en passant. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'avoir contribué à nos travaux, d'avoir déposé un mémoire. La commission va ajourner ses travaux jusqu'à jeudi 14 septembre 2023, après les avis touchant les travaux des commissions. Merci beaucoup.